Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Et on va commencer avec un thème, c'est l'accompagnement des personnes en souffrance. Juste après, on aura la chance d'avoir un témoignage d'une personne qui est sortie justement d'un temps de souffrance et on va pouvoir prendre le temps de l'aborder. Mais on va commencer avec cette question, comment on fait pour accompagner des personnes en souffrance? Pourquoi je vous pose la question? J'ai pensé notamment aux maladies psy ou les souffrances physiques. J'ai beaucoup de familles qui me posent la question, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les limites? Quels sont les cadres à poser? Est-ce que des fois on ne donne pas trop? Est-ce que des fois on n'oublie pas? Est-ce que des fois c'est juste par rapport aux autres personnes de la famille, etc. Donc voilà, comment on fait pour accompagner des personnes en souffrance? Vous avez 10 minutes. Top chrono. Ça y est. Attention, on y va. C'est bon. Comment on fait? Moi, pour commencer, je vais commencer comme ça. Je vais faire, j'allais dire, le côté plus facile. Alors déjà, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'accompagner des personnes en souffrance? Oui, ça m'est déjà arrivé. Et la première des choses, c'est écouter. Mm-hmm. Je dirais qu'elles ont souvent besoin juste d'exprimer ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent. Et elles ont peu d'écoute. Ouais. Donc, si déjà on peut les écouter, c'est déjà un grand pas. Je passe la parole à d'autres. C'est pas gentil de ta part de m'avoir fauché. La J'en étais dans mon sûre. téléphone. J'en étais J'ai sûre. marqué premier point, écoutez. Tu crois qu'elle l'avait pas lu? Ah, Elle l'a vu sur ton d'accord, elle a téléphone. copié. Non, c'est quand même pas ça. Moi, ah bah vas-y, Non, Claude. vas-y. Oh, mais à trop Comme de ça, je lui politesse. pique son Deuxième idée. J'ai une idée, c'est quoi? Mais moi, je vois Jésus qui était, on dit souvent qu'il était ému de compassion. Ouais. Et je pense que c'est une... Même si c'est pas, ça répond pas à tout, beaucoup de compassion, parce qu'il y a aussi évidemment près du savoir-faire, qu'est-ce qu'on peut dire, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais si déjà au départ, il n'y a pas la compassion, j'ai peur qu'on aille pas trop loin. Quand même, la compassion et l'amour, on dit des fois, font des miracles. Hein. Évidemment, ça n'empêche pas de devoir des fois aborder les autres choses autrement, les réfléchir et puis se former même, etc. Ouais. Quoi. Mais en tout cas, je crois que C'est une bonne base. ça me paraît quand même indispensable. Ouais, Claude? Je pense que c'est d'abord, comme tu disais, la compassion, c'est à la fois une attitude du cœur. On a compassion. Maintenant, j'ai déjà accompagné des gens en souffrance. Et même quand on les écoute pendant longtemps, et certains, j'ai d'excellents souvenirs d'une personne que j'ai visitée souvent, écoutée longtemps, eu de la compassion, mais quand même ce sentiment désagréable à la fin que finalement les progrès de la personne en question dans un cadre de psychiatrie, etc., n'étaient pas très concluants. Quoi. Où j'avais l'impression de me dire, mais est-ce que j'ai fait du bien à la personne? Quel est le retour sur investissement que j'ai fait? Est-ce que j'ai bien fait de faire comme j'ai fait? Avec des fois ce sentiment, en tant que pasteur, je parle maintenant, l'idée que il me manquait des billes. C'est-à-dire, oui, j'ai la compassion, oui, je donne du temps, mais quand même, au bout d'un moment, il y a besoin d'avoir des compétences. Surtout si on parle de psychiatrie. Des compétences que je n'ai pas, et que je ne suis pas psychiatre ou neuropsychiatre, et qui font que, tout à coup, on risque de tourner en rond. Oui, mais tu vois, la famille. Moi, je pense plus aux familles, par exemple, qui vont nous demander, mais comment on fait? Quelqu'un qui traverse un deuil, des gens qui sont dans un... Ouais, alors la psychiatrie, c'est vrai que c'est très particulier, et peut-être de fait, du coup, moi, on me demande souvent, tiens, que t'as pas des conseils pour accompagner quelqu'un toi qui étais dedans, qu'est-ce que tu avais besoin à ce moment-là? Je me suis juste noté une petite citation pour nous aider, je la trouvais très très belle. C'est Eugène Guy-Veuillic qui disait « On t'accompagnera si tu trouves un chemin ». Et je crois que dans la notion d'accompagnement, il y a aussi cette capacité à dire que je vais pas te tirer quelque part, je vais marcher avec toi. Et je pense notamment par exemple aux personnes qui sont en dépression. La dépression où où on peut parler du burn-out, des choses comme ça, où c'est juste la personne avec elle-même, sa situation à elle, et les personnes qui sont là, nous on marche avec toi. Mais c'est surtout pas essayer de la tirer quelque part tant qu'elle n'est pas en train de marcher. Et surtout, n'est pas garant du résultat de la personne. Oui. Hein. Ça, c'est très vraiment important. Le résultat appartient à Dieu, j'allais dire. Et puis nous, on est là pour accompagner, effectivement, si le chemin
commence à être pris. Mhm. Ouais. Alors, j'ai pas envie de monopoliser la parole, mais comme tu abordes le sujet du burn-out, de la dépression, j'ai fait un burn-out accompagné d'une dépression réactionnelle. C'est-à-dire mon corps a réagi sans que je veuille être dépressif ou que je n'ai jamais voulu l'être, mais en tout cas sans l'avoir été autrement que par le fait d'avoir exagéré dans l'activité. J'ai été accompagné par des gens que j'aime beaucoup, notamment ton papa qui m'a visité de temps en temps. J'étais content aussi qu'il ne me visite pas trop. Voilà, parce que finalement, il représentait aussi quelque part, entre guillemets, mon chef. Le besoin d'avoir une distance avec mon environnement professionnel était important. Que je garde le contact, certes, mais que j'ai une distance, en tout cas à l'époque, d'une partie de ce qui pouvait être générateur de mon stress. Maintenant, je dois avouer quand même que je suis d'accord avec toi sur la question du si on ne veut pas s'en sortir, on a beau tirer, ça ne servira à rien du tout. Donc, mais par contre, si on veut s'en sortir, à un moment donné, j'ai quand même été accompagné par des professionnels. J'ai fait appel à des pros, notamment des gens qui sont formés pour accompagner des gens qui ont fait des burn-out, qui sont en dépression, etc. Et qui m'ont, avec quelques éléments simples, mais expliqué où j'en étais dans mon cursus, pourquoi j'en étais là, et quel était le temps et les moyens qu'il fallait pour s'en sortir. Ouais. Alors, notamment pour devenir résilient. Alors, ils avaient comme ça des... La résilience, c'est la capacité à rebondir. Rebondir, voilà, à ressauter, résiliare, ressauter. Rebondir, tout à fait. Et je dois avouer que c'était fin, c'était pertinent, c'était des accompagnements, je dirais, avec guidé, c'est-à-dire il y avait derrière cette personne, derrière ce coach, elle avait une ligne de conduite. Alors elle savait me faire parler aussi, elle savait m'écouter, elle savait me faire parler, et après on a posé un diagnostic avec des outils qui avaient été développés. Et du coup, évidemment, ça fait miroir. Il y a des choses que j'ai aimées, plutôt que j'ai pas aimé du tout, qu'elle m'a dit, et il y a des choses que je me suis dit, maintenant, t'as pas d'autre choix que de dire, si tu veux t'en sortir, il va falloir passer par là. Et pour moi, 2-3 éléments qui m'ont aidé à rebondir, c'est par exemple d'apprendre à dire non. Ça a été compliqué. Pour diverses raisons qu'on n'a pas le temps d'expliquer maintenant, savoir dire non et savoir le dire de manière aimable, agréable, sans renvoyer les gens dans leur cadre, dans leurs 16 mètres. Mais aussi, ça, par exemple, elle m'a dit, à l'autre côté, vous devez faire quelque chose, c'est au niveau de votre corps. Vous devez maintenant prendre le temps de dormir, de vous reposer. Vous devez prendre le temps de vous activer physiquement, c'est ce que j'ai fait. Faire du sport, alors je ne suis pas devenu un gros sportif non plus pour autant, mais enfin j'ai repris des choses en main qui ont fait que finalement, avec du temps, avec du repos, beaucoup de repos, et avec de l'écoute, j'ai pu repartir et finalement reconnecter avec la vie, y compris avec ton papa, etc. Enfin, reconnecter avec le monde de mon activité, entre guillemets, professionnelle, mais avec une nouvelle clarté de qui j'étais, quelles sont mes limites, dans quel parcours de vie, dans quelle étape de vie je suis. Et finalement, si maintenant j'étais face à quelqu'un qui faisait un burn-out, je ne suis pas sûr que moi, compte tenu de ce que je ne sais pas, de mon ignorance sur la maladie, je ne suis pas sûr que j'aurais réussi à aller beaucoup plus loin que juste de poser une oreille attentive qui n'est pas négligeable, qui est sûrement essentielle. Mais pour moi, comment accompagner quelqu'un, c'est être en mesure de dire aussi, il n'y a pas tous les aspects que je peux couvrir. Il faut que tu ailles voir un professionnel, mais il n'empêche que le contexte autour, dans le cadre d'une famille, moi c'est souvent ce que je vais leur dire, veillez à ce qu'il soit entouré par un psy, s'il a envie de parler avec moi en tant que pasteur, c'est le bienvenu, mais vous avez la part de la famille qui a une certaine part, mais c'est un périmètre en fait autour, je trouve. Et je pense comment bien accompagner, c'est accepter qu'on ne peut pas tout gérer, déjà dans une première... Oui, pardon. Oui, il y a aussi un autre aspect auquel peut-être on n'y pense pas, c'est aider concrètement, par exemple, une famille qui passe par un temps difficile, ça va peut-être lui préparer des repas. Ouais. Ça va être peut-être garder les enfants pendant un temps, ça va être donc des choses pratiques qui vont vraiment soulager des bien-aimés qui vont mal et qui seront reconnaissants aussi par rapport à ça. C'est très juste, c'est juste. Jean-Marie, tu voulais dire quelque chose ? Oui,
Évidemment, il y a des côtés, comme Claude disait, il y a des côtés, des souffrances qui évidemment demandent en face un vis-à-vis compétent, formé, quasi professionnel, etc. Mais j'imagine que beaucoup de gens, face à une question comment accompagner les gens en souffrance dans les familles, ben on est devant des situations plus, à la fois aussi souffrance, mais plus simple, quoi. Un ado qui va mal. Un ado qui va mal, quelqu'un qui est dans une famille, il y a eu un deuil, un jeune homme, une jeune fille qui est dont les fiançailles viennent d'être rompues, ou qui tombe malade, quelqu'un qui apprend que voilà, il a un cancer, ou quelqu'un qui a 50 ans, il s'est fait virer de son boulot. Tout le monde lui dit, écoute, tu retrouveras rien. Enfin voilà, des choses comme ça. Bon, c'est pas forcément un danger de mort. C'est pas psychiatrique. C'est pas. Et comment on aide ces gens-là? Parce que moi, ce qui me semble difficile, c'est quand l'accompagnement s'inscrit dans la durée, quoi. Avoir écouté un jour quelqu'un dans un bureau et avoir beaucoup de compassion, c'est pas le plus difficile. Mais vivre avec quelqu'un qui est en souffrance et avoir de la compassion tous les jours, nous, on n'est pas. Le Seigneur dit que ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais oui, mais enfin, mais les nôtres trouvent quelquefois rapidement des petites limites, leurs frontières. Puis, mais c'est juste. Moi, c'est à ça que j'imagine la durée est très c'est là-dedans que j'imagine que beaucoup de gens se disent voilà comment on fait, quoi. Et même, tu vois, avec la citation que je disais, si tu trouves ta route, on t'accompagnera. Je donnais l'exemple de la dépression, où quelqu'un qui, pour moi, le plus grand défi de la dépression, c'est l'installation dans la maladie. Quand la maladie pose ses valises et que tu ne vis plus qu'au travers de la dépression. C'est pour accompagner beaucoup de personnes souffrant de dépression, c'est le plus grand défi. Et là, il y a la famille qui est avec, par exemple. Oui. C'est dans le cadre de la famille, c'est le père, ou c'est la mère, ou c'est un des enfants. Comment on fait quand on voit qu'il est installé dedans, mais en même temps, il faut l'accompagner parce qu'il vit avec à la maison, on ne peut pas dire comme si de rien n'était. C'est là toute je comprends la complexité de dire, on a besoin de compassion, et en même temps, et moi je le dis quand même, on a besoin de poser des cadres. Mais oui. C'est-à-dire que, moi je vais le dire comme ça, dans ces troubles-là, c'est comme les moments où ça a besoin de sortir, c'est comme des mini-bombes qui doivent exploser. Le but du jeu, c'est qu'elles explosent sous une cloche sécurisée. Donc, qu'elles explosent, on ne va pas toujours l'éviter, il faut l'accepter, mais il faut que ça soit dans un cadre sécurisé. Et c'est de poser certaines limites. Par exemple, moi, je sais que certaines personnes que j'accompagne, ce chantage-là, elles ne peuvent pas me le faire. Parce que si elles me le font, alors là, c'est fini. Moi, je te contacte plus, c'est fini. Parce que je tombe pas dans ce jeu-là. Oui. Alors après, je suis d'accord avec toi, et en même temps, il y a des endroits où je dis... Enfin, deux choses. La première, ça concerne, comme tu disais, la famille. C'est-à-dire, si quelqu'un est affecté par une maladie, ou comme tu l'as, la dépression ou autre, ou par exemple l'alcoolisme, c'est tout le monde qui souffre. C'est pas juste la personne qui souffre de l'alcoolisme, c'est tout le monde qui souffre. Et l'accompagnement des personnes autour aussi importante. Et là, je reviens à la question de cadre. Et tu as raison, en parlant de la fameuse cloche qui permet d'avoir une explosion, mais sécurisée. J'ai un ami qui travaillait pour la Croix-Bleue en Suisse et on a parlé justement, parce qu'il était lui aussi accompagné des gens et des fois posé la question, mais jusqu'où je dois l'accompagner, etc. Il me disait, mais dans la Croix-Bleue, ils accompagnent aussi les familles. Alors, pas que la Croix-Bleue, mais en tout cas dans cet endroit-là, les familles, les alcooliques. Et la première chose qu'ils leur disent, c'est un truc qui est difficile à entendre, mais qui est salvateur, c'est de dire ne pas aider, c'est aussi aider.
C'est-à-dire que le conjoint ou l'enfant qui trouve son papa en train de boire et de cacher les bouteilles, justement, l'enfant ou les gens autour ont envie de cacher les bouteilles, de les enlever, de lui restreindre l'accès. Mais plus on restreint l'accès, plus il va trouver des moyens de cacher l'accès. Il va mettre de l'alcool dans un flacon de parfum, et puis voilà, et puis toi tu crois qu'il se parfume, mais non, il se ça le bouge quand même. Non mais c'est incroyable. Et du coup il dit mais pourquoi? Il dit mais quand on le lâche, tout à coup, la personne en face doit faire face à elle-même. Est-ce que je veux m'en sortir ou est-ce que je veux continuer à me dégrader? Et j'ai trouvé cette phrase-là extrêmement pertinente parce que finalement, aide-toi et le ciel t'aidera. Il y a une partie de cela. Je veux dire, quand on regarde la Bible, il y a quand même des endroits qui sont un Bartimée qui a crié à Dieu. Il aurait pu ne pas crier. Ouais. Puis rester dans son état de malade qui fait l'aumône. Tu vois, je pense des fois le défi, c'est de ne pas sombrer avec. Parce que la souffrance, elle te tire. Il y a une statistique qui fait peur, mais qui est là, c'est 50% des personnes dépressives qui sont mariées. L'autre, le conjoint ou la conjointe a 50% de chances de tomber une il finit par le devenir. Mais c'est extrême, c'est usant. C'est usant. C'est usant, D'où la question du temps, etc. C'est ça. Moi, je vais souvent dire, mais il faut ça va paraître horrible ce que je vais dire. Je le dis des fois à des mamans pour leurs enfants. Je dis, mais il faut que tu prennes du recul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tu acceptes que tu prennes de la distance avec ton enfant. Il faut peut-être même le placer, etc. Parce que sinon, tu vas sombrer avec. Et si tu plonges avec, ça l'aidera pas non plus. Ben non, après, il y en a deux. Si quelqu'un est au fond d'un trou, si on tombe avec lui au fond, on est au fond, c'est tout. Donc, comment on fait pour... peut-être on va terminer ce sujet sur ça, et ensuite sur cette question, et ensuite on va passer à l'invité du jour. Mais comment on fait pour peut-être quelques conseils pour prendre du recul? C'est dur, honnêtement, en théorie, ça va marcher, mais quand tu marches, ça te prend la tête encore. Moi, je pense qu'il faut être conscient, de ce qu'on peut, de ce qu'on peut pas, et puis ne pas croire ne jamais imaginer qu'on est le sauveur. On n'est pas le sauveur de quelqu'un, quoi. On n'est pas le sauveur. Il faut laisser aux gens leur part de responsabilité, même si des fois elle est toute petite, parce que des fois. Des fois, on peut rien faire. Quand les amis de Job sont venus voir Job, ils ont d'abord été excellents. Ils sont restés 8 jours à côté. Ils ont rien dit. S'ils étaient partis à ce moment-là, Job aurait dit: j'ai des amis formidables. Ils sont vraiment extraordinaires. Je suis content d'avoir des amis comme ça. Bon, le 8e jour, ils ont ouvert la bouche. Ils ont gâché le bon effet qu'ils avaient fait auparavant. Mais des fois admettre qu'on peut rien faire. Ouais. Le gars qui a 25 ans, il a un copain qui a le même âge que lui. Lui, il a bien réussi, il a réussi son diplôme, il a un boulot formidable. Et l'autre traîne de demande d'emploi, de CV en CV, il trouve rien. Il vit avec rien, des clopinettes, et il est de plus en plus souffrant. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux juste l'encourager. Tu peux pas régler sa situation. Et en même temps, il faut accepter de rester avec parce qu'il faut l'aider. Mais c'est fatigant, c'est usant. Et puis c'est des fois un peu culpabilisant. Faut être renouvelé par le Seigneur et ne pas aller plus loin que ce qu'on peut. Et je pense qu'aujourd'hui, avec toutes sortes d'éléments d'information auxquels on a accès beaucoup plus facilement qu'il y a 25 ou 30 ans, on peut effectivement, en tant que pasteur en tout cas, commencer peut-être à monter une liste de noms de structures qui peuvent aider et renvoyer. Écoutez, voilà, j'atteins ma limite. Se reconnaître que j'ai ma limite. C'est ça. Et de dire, écoute, mais peut-être qu'il faut imaginer d'aller vers là, quoi. J'imagine que avec ce que tu as vécu, Ben, il y a un tas de gens qui se sont tournés vers toi, naturellement, ou des parents qui ont dit, mais help, au secours, on a un garçon ou une fille dans le même état que vous, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire?
et bien peut-être, certainement, tu vas plus dire, voilà, faites ci, cela, voire après, peut-être aller voir un professionnel de la santé qui va aider à tel endroit, quoi. Première fois que je rencontre une personne, si elle ne l'a pas fait, c'est la chose que je fais. C'est-à-dire que je vais, là encore, je pense à un jeune qui vient, effectivement, je l'ai eu au téléphone, effectivement, il ne va pas bien, je dis, mais moi, je te vois plus, tu n'as pas vu un médecin entre-temps. Parce que ça sert à rien. Bah oui. Parce que si tu veux que ça aille mieux, il faut accepter d'aller dans tous les domaines. C'est essentiel. Je suis pas un médecin. C'est pas parce que j'ai vécu et comprendre ce que c'est la psychiatrie que je suis psychiatre. Poser un diagnostic, ça aussi, ça aide. Ouais. Ça aide trouver beaucoup de les dire mots les sur les choses. mots, quoi. Voilà. Bien sûr. Dire les choses, ça aide Bien beaucoup. sûr. Moi, je vais ensuite, on va passer à ça, mais je dirais juste aussi, tu le disais, mais l'accompagnement des parents, l'accompagnement de l'entourage, c'est ne pas rester on parlait de l'alcoolisme, ne pas rester dans un secret. Ça doit rester dans le secret. C'est mon mari qui a des problèmes et je vais l'accompagner au mieux, etc. Non, je pense que l'accompagnant a besoin des fois aussi d'être accompagné, de se décharger, ne serait-ce qu'un ami, de juste dire, juste prie avec moi parce que c'est difficile. Juste ça. Rien que ça, je pense que c'est essentiel. C'est des endroits en fait où on peut évacuer la pression. Et je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Sinon, on garde la tête sous l'eau constamment. Et à un moment donné, ça devient. Et après, on s'habitue au problème. On se courbature pour. Enfin, stratégie d'évitement. Ouais. Donc, voilà, j'ai rendu dans un endroit où il y avait de l'alcoolisme et de la violence verbale et physique. Et je sais que ma grand-mère, toute sa vie, elle a souffert de quelque chose où elle n'a jamais pu dire « maintenant ça suffit ». Maintenant ça suffit. Maintenant, si tu continues, je vais être obligé de me défendre et de défendre mes enfants. Et ça a eu des conséquences sur des générations. Ma maman, elle a vécu des choses difficiles. Et quand je la vois aujourd'hui, elle a encore des traumatismes qu'elle n'a pas évacués, malgré sa conversion. Il y a des choses qui sont restées dans le mental, dans les fonctionnements. Mais à l'époque, qui aurait osé dire à une femme, dans les années 50, je parle, écoute, culturellement, prends tes clics et tes claques et tire-toi, parce que c'est ta meilleure façon de finalement de vivre, quoi, pour toi et pour tes enfants. Aujourd'hui, c'est un peu différent, c'est bien différent aujourd'hui, mais... Des fois, on est parti à l'envers. Dès qu'il y a une difficulté... Voilà, aujourd'hui, c'est l'inverse. On dit l'inverse. Au cas où qui commence à boire, je prends mes clics et mes claques. Même si on n'a rien vu pour l'instant. Bref. Mais c'est tout ce côté aussi où, voilà... dire, écoute... Ouais, mais je suis d'accord. On va passer à la suite.